Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Le Café des experts de l'écho est de retour ce lundi, comme chaque lundi, un lundi sur deux pour être précis. Bonjour mes amis, professeur Mourad Goumiri, Hassan Haddouche, mes acolytes du CEE, en forme ? On avait une actualité prévue pour ce lundi à discuter, puis il y a eu la conférence de presse de Ahmed Ouyahia, le Premier ministre, qui a consacré une partie importante de son intervention à la situation économique. Donc, il nous a interpellés et il y a notamment un chiffre, une indication dans ce qu'il a dit qui nous a un peu plus interloqué que le reste, c'est l'évolution de l'inflation en 2017. Le chiffre au début de 2018 serait repassé sous les 5% en glissement annuel. Messieurs, première question, avant d'aller et voir si cela est possible, est-ce que les sources de M. Ahmed Ouyahia, est-ce que le travail de l'ONS, qui est l'institut qui nous donne de mois en mois l'inflation en Algérie, est-ce que ce chiffre vous paraît sérieux ? Oui, moi je peux commencer. Oui, il y a un débat, c'est pratiquement un débat éternel sur la véracité des indices officiels en matière de hausse des prix en Algérie. Ce débat-là, il est récurrent. Je pense qu'il y a un problème globalement de crédibilité, disons, des institutions officielles, en particulier l'ONS, qui sont accusées souvent par la presse et qui sont et par l'opinion publique aussi de faire de la politique. Et d'obéir à des injonctions politiques. Moi, je pense que c'est un procès qui est dans une large mesure injustifié. Je ne pense pas que l'ONS obéisse globalement à des injonctions politiques, mais je pense qu'il y a, disons, un problème d'inflation ressentie et puis d'inflation officielle. Voilà, disons que l'inflation ressentie aujourd'hui par les gens, elle est beaucoup plus importante, sensiblement. Je ne dis pas qu'elle n'est pas extraordinairement plus importante, mais elle est assez différente des informations que nous livrent, disons, les instituts officiels. Bon, et donc il y a un problème peut-être au niveau de l'indice, peut-être qu'il n'a pas été suffisamment mis à jour. Voilà, ce qui est pris en compte dans l'indicateur de l'ONS, visiblement n'a pas été actualisé. Les Algériens ne consomment pas le même panel de produits et de services qu'il y a 20 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mourad Goumiri. Oui, l'indice des prix à la consommation, ce n'est pas l'inflation. C'est intitulé, c'est l'indice des prix à la consommation sur le Grand Alger. L'échantillon, c'est le Grand Alger qui a 30 ans d'existence. Moi, je l'ai connu quand j'étais au plan. Donc, cet indice nécessite, bien entendu, une révision en introduisant un certain nombre de produits qui n'existaient pas. Par exemple, la téléphonie. La téléphonie mobile aujourd'hui fait qu'on consacre... Et dans la téléphonie, il y avait la voix, maintenant il y a la data. Etc. Donc il y a c'est un indice, donc il est constitué avec un certain nombre d'éléments. Il faut que ces éléments soient eux-mêmes revus. Donc il y a des éléments qui doivent sortir, des éléments qui doivent rentrer. Ensuite, les gens ne le savent peut-être pas, c'est la pondération qu'il y a entre les produits. Et qui, bien entendu, vont peut-être pas fausser, mais disons... marquer plus ou moins cet indice. Enfin, si on rentre dans les éléments statistiques purs, est-ce que c'est l'indice de Pache ou l'indice de Fischer, de la manière dont il est prélevé, etc., là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais personnellement, en termes pour l'office et les gens qui travaillent, etc., je ne pense pas que ce soit ça l'élément le plus important. Moi, juste une question, c'est quand même important. Si on vous dit, sur l'année 2017, en glissement annuel, fin février 2018, 4,8% de taux de croissance, attendez, on ne vit pas dans le même pays, c'est pas... D'inflation, tu veux dire. Voilà, de croissance, d'inflation, oui, de croissance de l'indice des prix, puisqu'on parle de l'indice des prix Grand Alger, etc. C'est pas que du ressenti, on va prendre ligne par produit, ligne de produit par ligne de produit. Dans les services, dans la part, Hassan Haddouche disait, je ne veux pas que les classes moyennes continuent de profiter du prix du carburant. Le prix du carburant, c'est un élément important. Il le disait à la dernière émission. Ça te colle à la peau. Et voilà, les gens le ressentent à travers cela, ils le ressentent à travers la téléphonie, ils le ressentent à travers les produits importés. Tous les produits importés ont augmenté. Attendez. Ce que j'ai dit. D'abord, vous savez qu'en économie, il y a ce qu'on appelle le cycle économique. Entre le moment de la décision prise et son effet réel, il y a
un temps. Donc là, qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons rien, nous avons 1 mois, nous avons 2 mois à peine. Donc il faut peut-être attendre que le cycle économique se fasse. Deuxièmement, ce qui me paraît le plus important, c'est quand je dis que ce n'est pas l'indice en tant que tel, il faut attendre d'ici au moins le semestre pour pouvoir avoir un échantillon représentatif. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la manière dont le chef du gouvernement... Premier ministre, il est chef de rien du tout. Pardon. Il est chef de rien du tout. Il est chef de rien du tout, oui. Depuis la nouvelle Constitution, le Premier ministre dit il n'y a pas d'effet de l'injection de signes monétaires sur l'inflation. C'est-à-dire que c'est une règle que tout le monde, au niveau universel, applique et connaît. Lui, il la dément. Il va plus loin. Il dit c'est encore pire. L'inflation a baissé. Donc, on serait tenté de lui dire il va falloir faire encore... tourner la planche à billets pour que cette inflation baisse encore. Donc nous sommes en pleine hérésie, c'est-à-dire que le ridicule ne tue plus. Au lieu de dire plus ou moins l'inflation a été contenue, et les effets attendus massivement, etc., ne sont pas là. Pour l'instant, les effets inflationnistes redoutés ne sont pas là. Là, il dit carrément... et il dit les experts se sont trompés. Donc il est le seul à avoir raison. Les experts se sont trompés et l'inflation diminue. La preuve, l'inflation diminue. Il nous sort ce chiffre de 4,9 par rapport à 5,2 d'il y a 3 mois. Voilà ce qui est choquant. Hassan, d'où notre... d'habitude, on ne veut pas interroger l'instrument, l'outil, les chiffres, etc. Mais sur ce cas précis, quand même, on ne peut pas ne pas se poser la question. Là, on a changé de sujet. Bon, on peut avancer. Tout à l'heure, on était en train de se poser la question de la véracité des chiffres, disons, sur l'inflation. Bon, je dis c'est un sujet, c'est un vaste sujet récurrent, classique en Algérie. On laisse de côté, disons. Bon. Non, mais je note quand même pour nos amis auditeurs, et tu reprends Hassan, que Mourad Goumili nous rappelle qu'il y a 30 ans, on utilisait le même indice. Et il n'a pas été retouché. C'est-à-dire dans le panier, dans la pondération, les produits frais, les produits par rapport à l'électroménager, par rapport à l'automobile, par rapport à la téléphonie, par rapport au voyage, au tourisme, par rapport à toutes sortes de dépenses, ça occupe la même part. Voilà. Et donc on peut moi, je peux considérer qu'il est obsolète. Voilà. Oui, bon, on peut se poser cette question-là. Je veux dire, il y a quand même un problème de ressenti. C'est-à-dire que les gens, souvent, ils raisonnent en fonction de leur situation, de leur propre situation. Ils se disent, c'est pas normal. Je regarde, les prix des voitures ont augmenté de 50% et on me dit que l'inflation est de 5%. Bon. Le problème, c'est que c'est pas comme ça qu'on construit un indice. Un indice de prix, c'est une moyenne. Il y a aussi des prix qui ont diminué. Il y a des prix qui ont diminué. Moi, j'ai acheté une cuisinière tout à l'heure, une cuisinière Condor. L'année dernière, elle était à 25 000 dinars. Là, elle est à 23 000 dinars. Et il y a des prix qui n'ont pas bougé. On apprend au passage qu'Hassan Hadouj va se remarier. Oui, c'est pour bientôt. C'est en cours. Je m'équipe d'abord parce que sinon, je ne suis pas crédible. Et donc, il y a aussi des prix qui sont très importants pour les gens. Des prix qui n'ont pas bougé, le prix de l'électricité, le prix du pain, le prix du lait. Et il se trouve que ces produits-là... L'électricité, en 2016, il a bougé. Le prix mais pas en 2017-2018. Ouais. Donc on parle de... et donc ces prix-là, en plus, dans l'indice, ils tiennent beaucoup plus de place que le prix des voitures. Beaucoup plus. C'est-à-dire ils ont un coefficient qui est très, très important. C'est ce qui fait que souvent, il y a un problème, si vous voulez, d'interprétation. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre le ressenti des gens et puis l'indice qui ne semble pas traduire ce que les gens ressentent. Mais je veux dire, ça, c'est un débat encore une fois classique. Maintenant, on suppose que cet indicateur, toutes choses étant égales par ailleurs, soit le bon, parce qu'il compare les choses qui sont comparables. Est-ce que, après l'injection d'à peu près 2200 milliards de dinars au titre du financement non conventionnel, est-ce qu'on peut, 6 mois, 8 mois après, réussir à contenir l'inflation? Est-ce que c'est possible et par quel mécanisme c'est possible? Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun organisme public ou privé autre que l'ONS qui fait ce genre de travail. Ça fait depuis très longtemps, on demande à ce qu'un organisme indépendant ou privé, pourquoi pas, puisse, n'est-ce pas, calculer un certain nombre d'indices, le chômage, l'inflation, etc. Car ce sont des éléments fondamentaux pour le l'analyse citoyen. De la conjoncture. Mais pour le citoyen, le citoyen algérien ne peut atteindre la citoyenneté que s'il a des chiffres probants
que le pouvoir public lui remette pour savoir où on en est. Bon. Donc, nous avons que l'ONS qui produit aujourd'hui, et il me semble que plusieurs personnes ont tenté d'avoir la permission ou l'autorisation de créer une deuxième entreprise pour produire ces chiffres, et ça ne leur a pas été accordé. Très bien. Deuxième élément, dans l'indice, la partie alimentaire a un poids relativement important. Donc, quand Haddouche parle de ressenti, le ressenti est dans cette partie. Ce n'est pas dans la voiture, ce n'est pas dans la cuisinière ou la machine à laver qu'il a acheté. C'est dans cette. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les gens qui vont avec un couffin au marché pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir donner un repas digne à leurs enfants et à eux-mêmes. Alors je repose ma question. C'est là où le problème... Je repose ma question. On suppose que, on arrête sur l'indice, effectivement, on a bien compris qu'il y avait un problème et on pourra revenir là-dessus. On suppose qu'effectivement, il y a une résistance. On n'en pense pas moins, mais on suppose que c'est le cas, qu'il y a eu une résistance aux pressions inflationnistes en dépit de l'injection. Voilà, c'est le sujet aujourd'hui. Est-ce que c'est possible en termes de théorie économique? Est-ce qu'on peut injecter dans une économie 2200 milliards de dinars qui équivaut à peu près à plus de 50% du budget de l'équipement et ne pas avoir d'effet inflationniste au bout? Par quel mécanisme est-ce que c'est possible? C'est une thèse qui mérite le prix Nobel. Moi, je pense que le Premier ministre devrait avoir le prix Nobel d'économie quand il dit j'injecte des signes monétaires sans qu'il y ait une inflation. Mais pire que ça, il dit l'inflation baisse en même temps. Oui, mais il a raison de le dire. Et il a les chiffres de l'ONS avec lui. Voilà, c'est pour ça que nous, on se pose la question, est-ce que c'est possible? Par quel truchement? Vous ne m'avez pas laissé terminer l'élément substitution. Pourquoi on le ressent pas plus ou moins? Parce que le ménage, le consommateur, va faire des substitutions dans les produits. Par exemple, les viandes rouges vont tirer vers le haut les viandes blanches vont tirer vers le haut les œufs. Eh bien, les gens qui ont les mêmes moyens, puisque les salaires et les revenus n'ont pas augmenté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont plus manger de viande rouge. Ils vont aller vers la viande blanche. Et quand la viande blanche va aussi augmenter d'une manière inconsidérée, ils vont aller vers les œufs. Et pour garder les protéines animales, on va vers quoi? On va vers le lait. On devient vegan. On devient vegan. Le lait, aujourd'hui, qui crée des émeutes. Qui crée des émeutes. Les gens disent, mais enfin, pourquoi, etc. Effet de substitution. Il faut qu'on arrête de parler de l'indice. Il faut qu'on avance la question maintenant, donc, qui est posée. C'est M. Yahya nous dit, moi, j'ai injecté de l'argent, effectivement, dans l'économie. J'ai fait appel à la planche à billets. Et vous voyez, les experts... En fait, il en parle de façon relativement ironique, il utilise l'expression expert de façon ironique, en nous disant les experts se sont trompés, puisque regardez, l'inflation a baissé, donc en fait, il n'y a pas vraiment d'experts, et disons, les avertissements qu'on nous a donnés, les cris d'alarme les sonnettes d'alarme qu'on a tirées, effectivement, il n'y avait pas lieu. Bon, à mon avis, il y a deux choses d'abord. Premièrement, quand M. Yahya fait des bilans, il fait des bilans de fin 2017, etc. Il ne parle pas de sa gestion, en fait. Parce que ce n'est pas lui qui a géré 2017. Lui, il a commencé en septembre-octobre. Donc, il parle de ce qui s'est passé avant. Il parle de ce qui s'est passé avant. Il se trouve qu'avant qu'il arrive, lui, il y avait une politique d'austérité économique. Ça, il n'en parle pas. Je veux dire, la politique qui a été menée en 2017 était une politique d'austérité économique. C'était une politique de réduction des dépenses de l'État, etc. Et c'est cette réduction des dépenses de l'État qui a été mise en œuvre en 2017 qui est à l'origine, en fait, du ralentissement de l'inflation à la fin de 2017 ou au début de 2018. Mais à partir de fin 2017, effectivement, M. Yahya change de politique. Mais c'est à fin 2017. Donc il y a un décalage entre le moment où M. Yahya change de politique, où il commence en particulier à payer les arriérés, il nous a donné le chiffre, il a dit 700 milliards, grâce au financement, il injecte 700 milliards de dinars, etc. Il dit jusqu'au premier trimestre de 2018, il injecte 700 milliards de dinars
d'arriérés de paiement, c'est-à-dire ils payent les dettes de l'État à l'égard des entreprises publiques, privées, etc. Personne ne va le blâmer pour ça. Bon, personne ne va le blâmer pour ça, mais c'est tout récent. Donc il n'y a pas d'effet instantané. C'est ça le problème dans la démarche. C'est ça le problème fondamental. C'est le problème fondamental de la... Je termine très rapidement là-dessus. Monsieur Yahya est en train de, de nous vendre une thèse qui n'a, à mon avis, qui n'a pas de sens. Il nous donne rendez-vous dans les 3 mois. Les économistes n'ont jamais dit, les économistes qui ont critiqué cette démarche n'ont jamais dit que le recours à la planche à billets allait provoquer une explosion de l'inflation au bout de 3 mois. Tout ce que disent les économistes, c'est que le recours à la planche à billets consiste pour l'État à s'exonérer d'une règle qui est une règle vertueuse en matière d'utilisation de déficit budgétaire et d'utilisation des avances de la Banque d'Algérie. Si on a recours à cette facilité sur une longue période, sur une période qui peut aller jusqu'à 3 ans, 5 ans, ça peut provoquer à terme, d'abord ça installe l'État dans une forme de facilité, disons, qui est très dangereuse. Et d'autre part, ça crée à terme, mais pas au bout de 3 mois, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, une situation qui peut être explosive. Et si on se retrouvait dans une année, je vais vous provoquer un petit peu, monsieur les experts, avec un cycle qui ressemblerait à celui-là, donc financement non conventionnel, planche à billets, et puis pas nécessairement d'effet inflationniste. Un peu sur le modèle, parce que c'était un débat, il y en a qui l'ont évoqué, sur le modèle du quantitative easing américain, des facilitations de la Banque centrale européenne, racheter des actifs, injecter des signes monétaires dans l'économie, 80 milliards d'euros par mois pour la BCE, jusqu'à 200 milliards de dollars par an à la période de Janet Evans, la plus prolifique pour soutenir l'activité. Et puis, le risque le plus couru, c'était toujours la déflation. C'était toujours la déflation et on avait peur que l'économie se paralyse complètement sous le signe de l'inflation. Alors, évidemment, vous allez me dire, tout ça n'est pas parti dans la consommation. Ça a été capté par les marchés financiers. Ça a été, ce qui est renchéri, c'était surtout les actions et tous les actifs boursiers. Mais peut-être qu'en Algérie, cet argent qui a été injecté, peut-être qu'il ne va pas finir en moyen de paiement final. Oui. Je vous pose la question. Alors, et ça va éviter ce que nous redoutons. Je vous pose la question. Hein. C'est pas mon point de vue nécessairement. Comparaison n'est pas raison. Nous sommes dans une économie rigide. Tous les marchés, tous les indices sont rigides. Ce n'est pas le cas des économies dont tu parles, l'Amérique, l'Europe, etc., où il y a des flexibilités, donc il y a des amortissements économiques, des ressorts qui amortissent les chocs. Ce n'est pas le cas de notre pays. La preuve, dès qu'on a touché au commerce extérieur, on va en parler tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé ? L'appareil de production s'est arrêté. Donc, vous voyez que quand je dis rigidité, ce n'est pas une vue de l'esprit. Non, moi je parle de l'argent qui a été donné par la Banque d'Algérie au Trésor. Où est-ce qu'il a fini cet argent ? Est-ce qu'il a servi à acheter l'emprunt, à payer l'emprunt, à le rembourser Où est-ce qu'il a fini ? Pour essayer de tracer. Oui, Mourad. C'est pour essayer de tracer un peu à quel moment cet argent on va le retrouver dans les équations marchandes qui va faire augmenter les prix. Mais il est tombé dans l'escarcelle du marché informel. J'ai lu un chiffre dernièrement où on détiendrait 20 à 30 milliards de dinars par devers eux-mêmes. Les ménages algériens ont accumulé des milliards. On le voit aussi à travers la dégringolade du dinar. Bon, alors vous allez me dire, c'est le marché informel, c'est pas le marché officiel, etc. Mais c'est un signe. C'est une piste parce qu'il y en a qui disent que ça a servi surtout à désintéresser les grandes entreprises étrangères qui avaient de grandes créances, et donc c'est de l'argent qui est sorti de l'économie. L'information, je l'ai obtenue de la Banque d'Algérie, de responsables de la Banque d'Algérie, qui expliquait clairement, encore une fois, pour la première tranche, celle qu'on connaît officiellement de financement de la planche à billets. Les statistiques ont été données par la Banque d'Algérie, elles ont été données en janvier, au début de l'année, c'est 2200 milliards de dinars à peu près. 2200. On sait exactement quelle est l'affectation de ces 2200 milliards de dinars. 2200 milliards de dinars, ça fait à peu près quand même 20 milliards de dollars. C'est pas négligeable. Il y a 570 qui ont été consacrés en fait au financement du déficit budgétaire en 2017. 570. Et il y a 900 qui ont été donnés à Sonatrach. C'est la dette du Trésor public à l'égard de Sonatrach. C'est des subventions. Et 600 qui ont été donnés à
en fait, qui ont été donnés à Sonelgaz, en fait, qui ont servi à éponger les dettes de Sonelgaz, essentiellement vis-à-vis de la BNA. Donc voilà l'affectation. Il y a eu une petite partie qui a servi pour le FNI aussi. Voilà donc les 2200 milliards de dinars, à quoi ils ont servi, les 20 milliards de dollars. Alors, la même question, quand ça va à Sonatrach, quand ça va à Sonelgaz, quand ça finit chez les créanciers de Sonelgaz et de Sonatrach, est-ce que ça finit dans l'économie, est-ce que ça finit dans le pouvoir d'achat des ménages? Mais bien évidemment, pardon. Donc pour le moment, pas d'effet inflationniste. Ça finit dans la trésorerie des entreprises. D'abord, les 570 milliards de déficit budgétaire, c'est des arriérés de paiement aux entreprises algériennes, étrangères, etc. Et donc si ce n'est pas redistribué aux salariés, s'il n'y a pas d'augmentation de salaire, s'il n'y a pas de nouveau recrutement, donc il n'y a pas d'effet inflationniste. Non, pas du tout. Les 900 milliards qui ont été donnés à Sonatrach, ils n'ont pas... Pour le moment. Pas du tout. Là, on est dans la microéconomie. Microéconomie, vous avez un bilan. Vous avez un compte d'exploitation, enfin maintenant on l'appelle le compte des résultats, et lorsque cette dette se réalise, vous avez vis-à-vis du tiers une dette, lorsqu'on vous paye, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Regardez les charges dans une entreprise. Les charges les plus importantes, c'est quoi? Les salaires. Mais bien sûr, j'en connais quelque chose, oui. Bon, alors vous en connaissez quelque chose, puisque vous êtes chef d'entreprise. C'est l'élément le plus sensible dans une économie où, jusqu'à présent, les salaires n'ont pas été augmentés d'une manière substantielle, ou en tous les cas, ils n'ont pas été rattrapés au niveau de l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un pouvoir d'achat qui diminue de plus en plus. Mais au niveau, quand on dit je mets tant de milliards chez Sonatrach, tant de milliards chez Sonelgaz, c'est une entreprise. Ces produits ont en face d'elles des charges. Et les charges les plus importantes de ces entreprises, c'est quoi? C'est la masse salariale. Qu'elle soit interne, c'est-à-dire déjà l'assurer. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, pourquoi les banques... Mais est-ce que c'est des signes monétaires supplémentaires qui sont distribués dans l'économie? Évidemment, puisque, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On assainit les comptes des banques créditrices des entreprises. Quand on parle de la BNA, pourquoi on me dit c'est la BNA? Parce que la BNA, c'est la banque de Sonelgaz. Parce que la BEA, c'est la banque de la Sonatrach. Nous avons fait ça dans les années 80. On a spécialisé et on a essayé de créer au niveau de chaque banque en mettant des entreprises déficitaires et des entreprises excédentaires pour que les banques trouvent leur équilibre. Et donc, ces déséquilibres qu'on trouve, ils sont sur les registres des banquiers. Ouais, les entreprises continuent à payer des salaires, les entreprises continuent à payer des frais financiers, les entreprises continuent à payer l'ensemble de leurs charges. Mais simplement, c'est les banques qui enregistrent ces dettes. Ouais. Et donc, quand on élimine ces dettes, cet argent est déjà parti. Elle est déjà chez les entreprises, qui, bien entendu, chaque entreprise va payer ses dettes. Très bien, donc on va rester vigilant dans le CEE à l'évolution de l'inflation pendant les prochaines semaines et les prochains mois pour voir si... Pas seulement pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Bien au-delà, bien au-delà, bien sûr. Le débat que M. Ouihia est en train de lancer, un débat à très court terme, sur quelques mois, n'a pas de sens parce qu'il fait les questions et les réponses. Les économistes n'ont jamais dit, les économistes qui ont mis en cause cette démarche n'ont jamais dit qu'il y aurait d'explosion de l'inflation. Encore une fois, le problème, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois. On l'a bien entendu. J'ajouterais juste pour le Premier ministre une chose. C'est qu'en fait, son discours économique, en fait, ce n'est pas un discours économique. C'est un discours politique. Il est en train de faire ce que le FLN avait commencé à faire, c'est-à-dire le bilan. Le bilan de plusieurs mandats. Et il a même dit, je vais commencer moi aussi à mettre en place une équipe pour pouvoir dire où sont les à peu près 1000 milliards de dollars d'encaisse que nous avons engrangés depuis... c'est pour ça que son discours... Ça, il l'a promis pour la fin de l'année, oui. Pour fin de l'année 2018. C'est pour ça que son discours... Il est optimiste. C'est pour ça que son discours n'a pas de sens économique. C'est pour ça qu'il arrive à dire des absurdités innommables. Parce que pour lui, ce n'est pas un discours économique qu'il fait. Il fait un discours politique. Il est rentré, il s'est tué pendant un certain nombre de jours ou de semaines, et il est rentré de plein pied dans cela, voyant que déjà il y a d'autres qui préparent
si vous voulez, ce discours politique en disant on va faire le bilan général de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons réalisé, et donc là, il va vers ça. Et les chiffres qu'il donne... Quand Ahmed Ouihad dit 2018 va être meilleur que 2017, là c'est de l'activité qu'on parle, c'est pas de l'inflation, l'année sera meilleure. Est-ce qu'on est toujours dans le politique, comme tu le dis, ou est-ce que sur le plan économique, on peut penser qu'effectivement 2018 va être meilleur bien sûr que nous 2017. sommes dans le politique. Quand vous dites nous allons être mieux, il faut le démontrer. Il faut les démontrer par quoi? Par un certain nombre d'éléments qui vont améliorer. Par exemple, vous allez dire... La moyenne du prix du pétrole est supérieure. L'État a fait plus de sacrifices au niveau du budget d'équipement et elle a relancé l'activité dans le secteur des BTP. Oui. Il a contenu une partie de l'inflation. Je me fais l'avocat d'Aïd. Est-ce que ça peut... Non, mais là-dessus, il y a des éléments objectifs qui permettent de penser effectivement que la croissance économique en 2018 sera plus importante que la croissance économique. On sait qu'en 2017, la croissance économique a baissé, voilà. Disons, la croissance a baissé. On n'est pas passé elle était à 2,2% en 2017. On sait que cette année, et c'est admis par tout le monde, c'est admis, y compris par les institutions financières internationales, que la croissance sera plus élevée. Bon, le gouvernement algérien est relativement optimiste. Il annonce 4% pour cette année. Les institutions financières internationales nous disent plutôt un petit peu moins. Mais même la Banque mondiale nous dit non, il y aura une croissance à court terme de la croissance économique. Il y aura un accès. Pourquoi ? Pour quelles raisons objectives ? En fait, essentiellement en raison de l'augmentation de la commande de l'État, en raison de l'augmentation du budget de l'équipement de l'État qui double. Le budget d'équipement prévu double. Évidemment, compte tenu de la taille de ce budget d'équipement, là, il était à 2300 milliards de dinars, c'est le chiffre que nous a donné M. Ouihia justement en 2017. Il doit passer à 4200 milliards de dinars en 2018. C'est une croissance considérable du budget d'équipement de l'État. Je ne suis pas certain, je suis même relativement sceptique qu'on arrive à réaliser ces dépenses, parce que c'est des dépenses annoncées, mais de toute façon, ça va porter la croissance économique, parce que c'est 4200 milliards de dinars de dépenses d'équipement, c'est l'équivalent de, 36-37 milliards de dollars. C'est énorme, hein. C'est énorme, c'est 20% du PIB. Donc ça va évidemment stimuler la croissance économique. Le problème, c'est que cette augmentation des dépenses de l'État, c'est la planche à billets. C'est la planche à billets parce que la planche à billets, là, il faut l'ajouter. La planche à billets en 2017, c'était pas grand-chose. La planche à billets en 2018, c'est beaucoup. La planche à billets, rien que le déficit budgétaire, en termes de financement par la planche à billets, c'est 1800 milliards de dinars en 2018. Donc le gros de la planche à billets, c'est maintenant. On n'est pas encore entré, on n'a pas encore commencé l'année 2018. Hein, dans les chiffres de M. Ouihia, en fait, il n'y a que le bilan du gouvernement seul-là. Là. Ce n'est pas son gouvernement à lui. On rentre maintenant dans le dur on va rentrer dans le dur en matière de planche à billets. Et c'est maintenant que le gros du financement du budget de l'État par la planche à billets, c'est 2018. On va rentrer dedans et ça va créer de la croissance. La question, c'est pour soutenir cette politique de relance ou de détente sur la croissance qui est clairement affichée par Ahmed Ouihia dès qu'il est arrivé, financement non conventionnel, fin de la politique d'austérité, etc. Est-ce qu'il y a une pause, on peut dire aujourd'hui, est-ce que ça a été verbalisé par le Premier ministre, une pause dans la politique de limitation, de contingentement des importations? Le Premier ministre a dit on ne peut pas baisser de 25%. Nous, on a tous entendu que ça n'avait pas beaucoup baissé. Est-ce que, de ce point de vue-là, il ne va pas transmettre la patate chaude d'un déficit commercial qui va continuer à se creuser sérieusement cette année et les années suivantes? D'abord, je voudrais quand même dire pourquoi on considère qu'il faut aller vers le non-conventionnel. N'oubliez pas que le non-conventionnel, on aurait pu l'éviter par l'endettement. Et les pouvoirs publics, depuis maintenant plusieurs années, on parle disent... d'endettement domestique ? Non. L'endettement extérieur. Je pose la question. Oui, non, mais l'endettement extérieur. L'endettement interne, on a essayé. On a essayé l'endettement interne. Bon, vous avez vu, vous avez acheté, vous, des bons d'équipement, vous avez acheté... J'avais pas d'épargne à ce moment-là. Moi, j'ai cru la bourse d'Alger. D'accord. Il y a trois entreprises à la bourse d'Alger, dont deux publiques. Donc, l'endettement extérieur, maintenant, il y en a 5 ? Ouais. Eh ben, tant mieux. Il y a quoi ? Il y a Saïdal, il y a l'Orassi, il y a Alliance Assurance. Voilà. Biofarm et NCA. Biofarm, voilà. Donc, c'est extraordinaire en termes de capitalisation.
L'endettement. Donc, c'était soit la planche à billets, soit l'endettement. Pourquoi? Quel est l'argument qui a été levé contre l'endettement? C'est on va être sous la botte des finances internationales. Mais en fait, ce qui est pas dit, c'est que quand vous vous endettez, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans les marchés. Vous ne pouvez pas donner des marchés à des amis, à des copains, etc. Quand vous vous endettez, par exemple au niveau du BOT, on aurait pu faire des projets BOT, par exemple l'autoroute. Vous savez que la Birmanie, l'Indonésie plutôt, a dit je fais l'autoroute algérienne en BOT, c'est-à-dire que l'Algérie ne met absolument aucun sou. Mais si tel était le cas, il n'y aurait pas eu de possibilité de commission. Qui n'est pas rentré en prison au ministère des Travaux publics, à part le ministre? M. Goubiri est en train de répondre à une question qui n'a pas été posée. Il est en train de faire le bilan des 20 ans de Bouteflika. De façon, à mon avis, prématurée, parce que c'est à la fin de l'année qu'on va le faire, ce bilan. Non, on ne va pas attendre la fin de l'année. On va pas attendre. À l'endettement, etc. Donc, ma question, quand même. ce non-recours à l'endettement, et je termine, puisque tu brûles de... Non, il faut y mettre dans mes tâches d'animateur. Ce non-recours à l'endettement a une signification. Comme on a dit, on ne donne pas en BOT l'autoroute parce que c'est une question de souveraineté. Vous vous rendez compte, l'autoroute, si vous la donnez à un étranger, il va un jour la prendre et l'emmener avec lui à l'étranger. Et ensuite, on a dit non, c'est pas ça, c'est que l'étranger va mettre un péage. Bon, on est en train de construire les péages, je vous signale, c'est une entreprise portugaise qui est en train de les faire. Donc tout cela, c'est un écran de fumée pour ne pas aller vers l'endettement, parce que l'endettement extérieur ne peut être que transparent. Alors, je repose ma question quand même. Est-ce qu'il y a une pause sur la limitation des importations qui serait la facette de la politique, on va dire commerciale, de la politique de relance de l'État? Le commerce extérieur. Je vais répondre à la question de Khadi Hassen, contrairement à mon partenaire. Il y aura la possibilité de le faire. Alors, sur le commerce extérieur, d'une part, bon, on a eu une très légère diminution des importations en 2017. Ça, c'est les chiffres les plus récents. On a eu une très légère en 2017. On est passé de 47 à 46. 1 milliard, on a économisé 1 milliard, c'est 2%. Bon, c'est pas négligeable, mais c'est pas grand-chose. Surtout compte tenu de la taille des instruments qu'on a utilisés, les licences d'importation. Alors, il faut souligner ça. C'est-à-dire qu'on a utilisé des instruments relativement lourds, relativement pénalisants en termes d'image, relativement pénalisants vis-à-vis de nos partenaires. Alors, tout le monde commence à se plaindre. Tout récemment, la Commission européenne qui a commencé à menacer carrément en disant on va peut-être utiliser maintenant, on va peut-être passer des mesures de rétorsion. On va utiliser des mesures. Non, on va aller vers les institutions, les clauses légales, etc. Qui nous lient à cette institution. Pas seulement l'Union européenne, c'est-à-dire que tous les chefs d'État qui sont passés en Algérie. On a eu une séquence extrêmement dense dans ce domaine-là. On a eu M. Macron, ensuite on a eu le patronat français, on a eu M. Gattaz, ensuite on a eu M. Erdogan, ensuite on a eu Mariano Rajoy et puis son ministre du Commerce extérieur. Et ils prennent plus de gants maintenant, les gens. Ils prennent plus de gants, ils nous disent... Écoutez, votre politique en matière de commerce extérieur, ça ne marche pas, c'est pas possible. Vous êtes en train d'instaurer des barrières, vous êtes en train de vous barricader derrière des barrières. Ils nous disent carrément, votre 51-49, c'est pareil. Vous êtes en train de vous barricader, vous mettez en place des réglementations d'exception qui n'existent dans aucun autre pays du monde, en tout cas pas dans la région méditerranéenne, etc. Et vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que ça ne va pas vous... Bon, ils ne prennent plus de gants et on est sur la sellette et le Premier ministre essaye de... Professeur Goumé, est-ce que c'est soutenable? Est-ce que c'est soutenable? Est-ce qu'on peut continuer à mener cette politique-là quand il y a ces pressions que vient de citer Hassan Haddouche? Est-ce que, par la même occasion, est-ce que c'est à cause de ces pressions? Est-ce que c'est à cause des tâtonnements qu'il y a pu y avoir dans la politique de commerce extérieur, dans la manière de protéger l'économie? Est-ce que c'est à cause de cela qu'il y a un turnover spécialement accéléré à la tête du ministère du Commerce? Je rappelle qu'avec le départ de M. Belmeradi, qui est un peu une surprise quand même, nous en sommes au 4e ministre en 4 ans, à la tête du commerce. Bien sûr que non, mais les pressions les plus importantes ne viennent pas de l'extérieur. Les pressions les plus importantes viennent de l'intérieur. Je vous ai dit, et je le redis, qu'il n'est pas possible de bloquer toutes les informations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de lister toutes les importations. Oui. On a essayé de lister. On a essayé de lister en disant, bon, pas ça. D'ailleurs, vous avez remarqué que chaque fois qu'on sort une liste, il y a un ministre qui saute.
Donc la relation de cause à effet est à peu près là. Hein, ce nomadisme, hein, le tourisme, je ne sais pas quoi, le commerce, travaux publics. Donc ce nomadisme des institutions joue un rôle dévastateur. Mais le problème, je viens de lire tout à l'heure une dépêche en disant, tiens, ça y est, on a levé la suspension d'importation des intrants des produits alimentaires. Ça veut dire quoi, les intrants des produits alimentaires? Ça veut dire toutes les entreprises algériennes, publiques et privées, étaient bloquées. Elles ne pouvaient plus assurer la satisfaction en produits alimentaires. C'était le cas des arômes, il y a eu beaucoup, une séquence arômes qui était très médiatique. Mais enfin, les gens qui ont fait cette liste, hein, je ne sais pas qui c'est, mais enfin... Mais peut-être que M. Benmeradi a été sanctionné uniquement à cause de ça. C'est une faute professionnelle. Comme M. Baba Amia, il y a eu une faute dans son budget que M. Farhat Ait Ali avait pointé dans un de ses fameux papiers. Il y avait une faute matérielle dans le calcul du budget. Oui, moi je ne préfère ne pas parler de personne. Non, j'ai dit, est-ce que c'est ça, peut-être, qui a, dans le dernier cas, qui a couru à la perte du ministre? On est obligé de parler... Non, je constate que cette institution du commerce fait l'objet de mouvements à la tête et même dans les directions. Hein, parce que, bon, il faut voir, vous voyez le ministre, mais il y a tout le reste. Hein, c'est quelque chose que je connais bien, puisque à un moment donné, on avait un ministère de l'économie. D'ailleurs, je me demande pourquoi on ne revient pas à cela. Et ces changements sont pas loin d'un certain nombre, soit d'erreurs, soit de décisions malheureuses. Lorsqu'on vous dit qu'on va baisser les importations d'une manière drastique pour pouvoir, etc., c'est un leurre. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où si on bloque les importations, on bloque l'appareil de production. Ce qui s'est passé, vous savez qu'on vient de libérer en CKD, SKD, plus de pratiquement 500 millions de dollars. Si demain vous dites... Sur 2 mois. Sur 2 mois. Si demain vous dites, j'arrête, toutes les usines, tous ceux qui ont une licence pour faire du montage, vont s'arrêter. Et bien entendu, M. Haddouche va nous dire c'est une question d'offre et de demande, et donc les prix doivent augmenter. On doit acheter une voiture à 500 millions ou 600 millions. donc vous voyez dans quelle situation on se met. On se met dans une situation de création de rigidité qui ensuite ont des répercussions sur le l'appareil de production. Si tu peux répondre au passage, hein, qu'est-ce que ça peut donner en termes, cette politique-là de cesser les démissions, parce que ce n'est pas possible, et bon, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, 10, 12, 15 milliards de déficit de la balance commerciale de plus en 2018, ça va dépendre beaucoup du prix du pétrole. Alors, le déficit de la balance commerciale prévisible pour 2018, pour l'instant, c'est 0. C'est-à-dire que sur les 2 premiers mois de l'année, la balance commerciale est à l'équilibre. Donc, c'est d'ailleurs un paradoxe. Ça fait des années et des années qu'on n'avait pas eu une balance commerciale à l'équilibre. Et pour remercier M. Benmeradi, on l'a licencié. On l'a remercié, disons. On l'a remercié. Bien. C'est un peu un paradoxe. Mais moi, je voudrais dire une chose. On a adopté des mesures de contingentement des importations, d'abord des licences, maintenant des suspensions à l'importation, qui en réalité ne vont pas nous faire économiser grand-chose. Ce sont les chiffres du ministère du Commerce de M. Benmeradi, mais aussi de ses prédécesseurs eux-mêmes, qui nous disaient on va économiser entre 1 et 1,5 milliard de dollars. Ce n'est pas grand-chose sur la facture des importations. Ce n'est pas grand-chose, ça nous fâche avec nos partenaires commerciaux, ça va créer des litiges éventuellement, et en plus, ça crée des problèmes d'approvisionnement de l'appareil de production, parce qu'on a du mal. C'est un instrument administratif qui est compliqué à gérer, on n'arrive pas à le gérer. Le ministère du Commerce n'arrive pas à gérer cet instrument-là. Je crois que c'est la conclusion à laquelle est arrivé M. Benmeradi. Parce que même Benmeradi, ses dernières déclarations, c'était pas favorable. C'était pas des déclarations favorables. Au contraire, il a parlé des licences d'importation comme d'un instrument bureaucratique et inadapté, et il a commencé à faire des déclarations en disant mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le problème, c'est la surévaluation du dinar. Et il en a appelé à la Banque d'Algérie en lui disant il faut que l'Institut d'émission à la Banque d'Algérie, maintenant, elle se penche sur la question du dinar et qu'elle dévalue le dinar. Et moi, je pense que c'est ça, disons, la raison de l'éviction de M. Benmeradi, c'est que M. Benmeradi, en fait, s'est rendu à l'évidence, c'est qu'on ne peut pas gérer le commerce extérieur de façon bureaucratique et administrative, il faut le gérer avec des moyens économiques. Et les moyens économiques... Autre moyen économique. Il y a dévaluation du dinar, je pose tout de suite la question à Hassan et on revient
reviens à toi, Mourad. Autre moyen économique, la surtaxation des importations. Il y a des acteurs de l'économie qui proposent aussi de surtaxer. Ça, c'est un instrument économique. Pour qu'il y ait des revenus plus... C'est un instrument économique. Encore une fois, si on veut limiter les importations, on n'a pas besoin d'interdire les importations. Qu'est-ce qu'est en train de faire M. Trump? Qu'est-ce que font les Chinois? Ils n'interdisent pas les importations. Quand on interdit les importations, c'est ce que disait M. Gomiri à l'instant, on risque de paralyser des entreprises. Il faut appliquer des droits de douane, il faut cibler, disons, les droits de douane, à utiliser des instruments économiques qui permettent de décourager des importations. Des instruments tarifaires, oui. En complément, tarifaire, non tarifaire, et il y a d'autres éléments. En complément de cela, il y a les services. Et là, on ne peut absolument rien faire. Par exemple, je vous ai dit la dernière fois, regardez dans la balance des paiements les transferts des bénéfices des entreprises qui travaillent chez nous étrangères. Ça, vous ne pouvez pas dire aux gens, du jour au lendemain, vous ne pouvez plus transférer vos bénéfices. C'est contractuel. Vous allez risquer au tribunal de New York ou de Genève d'être condamné à une indemnité extrêmement forte. Donc, encore une fois, je vous dis, et je le répète, cette volonté de diminuer les importations, en plus que c'est fait d'une manière administrative, n'est pas possible. Maintenant, il y a le danger, aujourd'hui je le constate, du leurre des prix des hydrocarbures. Il a dépassé $70 le baril, et ça donne tout de suite des idées à un certain nombre de gens qui ont toujours travaillé dans l'aisance financière en disant « pas de problème, les prix du pétrole vont augmenter et on va revenir comme nous étions avant ». Ça, c'est un très grave danger. Rappelez-vous que lorsque ces fameux experts dont monsieur le chef du gouvernement a dit qu'il s'était trompé, quand ces experts disaient « nous allons vers une crise économique », les pouvoirs publics disaient « il n'y a pas de crise économique ». Pendant plusieurs années, on disait « il n'y a pas de crise économique ». Lorsque on est arrivé jusqu'à épuisement du fonds de régulation des recettes, à partir de là, on a dit « bon, maintenant, effectivement ». Donc nous sommes dans le même cheminement. On est en train de dire « c'est un passage à vide ». Laissons les prix du pétrole augmenter et à partir de ce moment-là, nous pourrons revenir aux mêmes réflexes, aux mêmes équipes et aux mêmes politiques. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour de la question, mais merci beaucoup d'avoir participé à ce 5e numéro du Café des experts de l'économie à lundi dans 15 jours. Merci à vous. C'était déjà le 5e, hein. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.